tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder l'avant-contrat. Donc c'est la vidéo justement numéro 2 de cette série. On va voir 3 vidéos. Ce sont des vidéos qui sont un peu techniques, je pense pas qu'ils vont faire non plus beaucoup de vues, mais c'est des vidéos qui sont indispensables. Que vous soyez investisseur ou pour une résidence principale, vous allez forcément passer par de l'avant-contrat. Donc c'est bien, je trouve, voire indispensable de connaître un minima. Qu'est-ce que c'est qu'un avant-contrat? Les petites subtilités, c'est toujours bon à savoir. Alors la rédaction de l'avant-contrat, donc choix et le coût. Donc le choix du rédacteur. Théoriquement, l'avant-contrat peut être rédigé par le vendeur et l'acquéreur. En effet, c'est tout à fait possible. Le problème étant, c'est que dans la pratique, peu de particuliers possèdent notamment les compétences juridiques nécessaires. Au niveau des agents immobiliers, je vous renvoie une vidéo que j'ai réalisée il y a un petit moment sur les différentes familles entre guillemets d'agents immobiliers. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'aujourd'hui, toute personne qu'on considère agent immobilier ne peut pas rédiger forcément aujourd'hui notamment un compromis, enfin un avant-contrat. Deuxièmement, un agent immobilier avec des grands guillemets, c'est un intermédiaire entre un acquéreur et un vendeur. C'est absolument pas un spécialiste de la rédaction de l'avant-contrat. Par conséquent, on va choisir comme référence un notaire ou un clerc de notaire. Dans la réalité, il est recommandé notamment de confier la rédaction de l'avant-contrat à un notaire ou un clerc de notaire. Même si dans les faits, un agent immobilier est tout à fait capable. Et il y a des agents immobiliers qui rédigent très bien les avant-contrats. Le montant des honoraires, on ne parle pas de commission, on parle bien d'honoraires, de l'agent immobilier ne sera pas affecté. Généralement, pour les agents immobiliers, on va déléguer. Premièrement, on ne perd pas de temps. Deuxièmement, généralement, c'est mieux fait. Et troisièmement, ça n'affecte en aucun cas les honoraires de l'intermédiaire, c'est-à-dire l'agent immobilier. On peut éventuellement passer par un avocat, mais bon, là, c'est très très rare, à part vraiment sur les ventes qui sont relativement techniques. Alors, le coût de l'avant-contrat, on va parler de compromis. Les frais associés donc à la rédaction et à l'enregistrement du compromis par le notaire sont généralement de l'ordre entre 150 et 300 €. Je dis bien généralement. Il est important également de notifier que si malheureusement donc l'acquéreur décidait d'annuler la vente, les frais resteraient quand même à sa charge. Il revient donc à l'acquéreur de supporter le coût du compromis de vente. L'enregistrement de la promesse de vente, donc la PUV. Une promesse de vente doit être enregistrée à la recette des impôts et donc avec des droits qui sont fixes, donc de 125 € à la charge de l'acquéreur. En revanche, le compromis de vente, donc sous seing privé, même rédigé par notaire, donc il est gratuit et donc pas besoin d'être enregistré. Autre point, on a également aujourd'hui donc une avance sur les frais de vente. Donc lors de la signature de l'avant-contrat, quel que soit son format, le notaire va demander notamment à l'acquéreur, donc à l'acheteur, une avance sur les frais de vente. Généralement entre 600 et 750 €. Cette avance va en fait couvrir les différents frais, tels que notamment les documents administratifs qui sont obligatoires. Le solde des frais versés lors de la signature de l'acte de vente définitif en même temps que le prix de vente. Et vous inquiétez pas, la petite différence delta sera reversée par la suite. Petite question, donc quelle est la différence entre sous seing privé versus un acte authentique? Donc un acte authentique est qualifié de sous seing privé lorsqu'il est conclu entre un acquéreur et un vendeur, même s'il est signé chez un agent immobilier ou un notaire, sans formalisme particulier. Par exemple, à l'aide d'un imprimé, c'est-à-dire un petit prospectus qui est déjà rédigé, on remplète, on coche 3 cases et c'est fini. Le terme plus moderne utilisé par le Code civil est un acte sous signature privée. En revanche, un acte est dit authentique ou notarié s'il respecte les formes spécifiques des actes rédigés et signés par un notaire. Les caractéristiques maintenant de l'acte authentique. Donc la signature du notaire sur un acte établi selon les règles spécifiques précise de forme le rend authentique. Contrairement à une croyance selon laquelle la simple intervention du notaire le rend authentique, la preuve non, il doit respecter les formes légales, notamment par la loi. En pratique, la PUV, donc la promesse de vente, est souvent un acte authentique signé par les deux parties et le notaire. En revanche, le compromis est un acte sous seing privé, même s'il est rédigé par le notaire et signé à son étude par le vendeur et l'acquéreur seulement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la distinction repose sur le formalisme et de la rédaction de la signature plutôt qu'à l'intervention du notaire.
Voilà, ça c'est la petite aparté qui est importante et bon nombre aujourd'hui de personnes ne le savent pas ou confondent, comme je viens de vous le mentionner, l'utilité des conditions suspensives dans l'avant-contrat. Donc on a la présence des conditions suspensives évidemment, comme je vous l'ai mentionné sur la première vidéo, je vous la remettrai en haut à droite. L'avant-contrat inclut généralement des clauses appelées donc conditions suspensives, telles que la plus connue, donc l'obtention d'un prêt bancaire par l'acquéreur. Donc en cas de non-réalisation de ces conditions, l'avant-contrat est considéré comme n'ayant jamais existé, libérant donc les parties de leur engagement. Dans ce cas-là, donc absence de rémunération pour l'agent immobilier. Si la vente ne se concrétise pas pour diverses raisons, notamment liées à une condition suspensive, par exemple le refus du prêt de l'acquéreur, ce qui arrive, ça arrive aussi, enfin pas souvent mais ça arrive, aucun frais n'est dû donc à l'agent immobilier. Et les sommes déjà versées sont restituées à l'acquéreur. On verra également dans la troisième vidéo tout ce qui est justement les délais. Pour l'agent immobilier, il est important que sa mission, on arrive à la fin, la signature, que les conditions suspensives soient levées, que tout se passe bien jusqu'à la fin. Sinon, peanuts. La caducité du contrat en cas de non-réalisation. Donc la caducité du contrat survient si une des conditions suspensives, même une seule, n'est pas réalisée. Bon, évidemment, si toutes les conditions sont remplies, l'engagement des parties devient justement définitif. Donc, conséquence pratique pour l'acheteur, donc si l'acquéreur a signé une PUV, il doit donc lever l'option sous peine de perdre son indemnité d'immobilisation. En cas de compromis, donc la vente devient donc parfaite et l'acquéreur ne peut refuser de signer l'acte définitif, risquant de perdre justement son petit DG, donc son petit dépôt de garantie. Donc maintenant on va voir les protections, enfin la protection de l'acquéreur, notamment via les conditions suspensives liées à l'emprunt. Donc l'avant-contrat est systématiquement conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ou des prêts. À moins qu'on soit sans condition suspensive, c'est-à-dire qu'on paye comptant, ce qui est assez rare aujourd'hui, mais ce qui existe. Durée de validité de la clause. Donc l'avant-contrat doit spécifier donc la durée de validité de la clause, généralement entre 2 à 4 mois. Encore une fois, ça va dépendre. Généralement, on met des jours. Je vous montrerai par la suite sur la prochaine slide. Le délai standard pour obtenir une offre de prêt, si l'acheteur ne parvient pas à obtenir son prêt pendant cette période, l'avant-contrat est automatiquement donc résilié. Donc voilà, je vous ai mis vite fait un petit screenshot pour vous montrer comment ça se passe. Donc conditions suspensives d'obtention d'un prêt. Donc évidemment, on va mettre le taux à peu près, donc au taux maximum. Il remonte évidemment ce document. Au niveau de l'organisme, évidemment, on met tout organisme pour avoir le maximum de chances que l'acquéreur tout simplement obtienne son crédit. Et également un petit délai, donc 45 jours, ce qui suffit largement. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, ça sert à rien non plus de mettre trop long ou trop court. 45, moi, je trouve ça pas mal. Donc, je reprends les caractéristiques du prêt. Donc, il est essentiel justement d'inclure donc le montant, la durée, le taux maximal acceptable. En cas de litige, donc les tribunaux considèrent que le prêt est acquis dès que l'emprunteur reçoit une offre conforme aux conditions stipulées dans l'avant-contrat. Voilà, c'est bête et méchant, mais voilà, ça dicte tout, entre guillemets, comme d'habitude c'est le contrat. Donc lisez bien aujourd'hui votre avant-contrat, regardez bien le taux maximum, le délai, et que ce soit justement tout organisme pour avoir le maximum de chance. Bon, généralement 99%, ça se passe généralement comme ça. Donc les conditions principales, au niveau justement des conditions suspensives qui sont fréquentes dans l'avant-contrat. On va voir généralement des conditions notamment sur l'absence d'hypothèque ou de privilège excédant le prix de vente et l'absence de servitude administrative. Des conditions justement qui sont spécifiques peuvent être rajoutées au cas par cas comme la vente préalable du logement de l'acquéreur. C'est-à-dire que voilà, l'acquéreur vit dans une RP, il a envie de vendre cette RP, on va dire la numéro 1, il veut la vendre pour en acheter une deuxième. Il veut changer. Sauf que la condition, c'est j'achète la RP numéro 2 si j'arrive à vendre la RP numéro 1. Au niveau de la situation donc hypothécaire du bien, la présence d'emprunts précédents du vendeur sur le bien peut générer des garanties sous forme donc d'hypothèque ou de privilège au profit de la banque. L'avant-contrat est généralement donc conditionné à l'obtention d'un prêt hypothécaire confirmant justement l'absence d'hypothèque dépassant le prix de vente. Allez, maintenant on va parler du droit de préemption, ce qui est assez pénible, enfin moi en tout cas je trouve ça assez pénible, mais bon c'est utile. Donc définition du droit de préemption. Donc le droit de préemption confère à une entité, donc en général c'est public ou privé, le privilège d'acquérir en priorité un bien mis en vente en se substituant à l'acquéreur initial.
C'est-à-dire que voilà, monsieur Dupont veut acheter un bien, hop, 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 la mairie, la commune peut préempter. On va voir par exemple la SAFER, dans le cas justement d'un patrimoine agricole, et tout ce qui est privé, on va voir par exemple le locataire, dans certains cas. Donc on appelle ça donc le DPU, donc le droit de préemption urbain, donc souvent attribué, comme je l'ai mentionné, à la commune, permet à celle-ci d'acheter en priorité. C'est-à-dire que oui, monsieur Dupont donc le vend, il y a monsieur X qui arrive qui veut l'acheter pour 200 000, c'est en cours, la mairie peut très bien dire non, je passe avant monsieur X et donc je préempte pour justement l'achat de cette parcelle, de ce bien en question. C'est la même chose pour le locataire, encore une fois ça va dépendre également de certaines conditions, parce qu'aujourd'hui un bailleur peut très bien vendre un bien avec un locataire dans les lieux. Le locataire n'a pas toujours le droit de préempter un bien. Donc le délai d'un compromis, voilà, c'est un petit screenshot, c'est pas moi qui l'ai réalisé, je vous mettrai la référence qui est juste ici. Donc le compromis, J+8, donc instruction du dossier administratif, fin du délai de rétractation, ça on le verra justement dans la 3e vidéo. Établissement justement de l'état hypothécaire, obtention d'un prêt, 45 jours, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On est sur le screenshot que je vous ai mentionné juste précédemment. Hop, je vais vous le remettre. Voilà, à peu près 45 jours. Fin donc du droit de préemption. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est le DPU. Et donc, délai maximal d'obtention des documents, donc J+70. Encore une fois, voilà pourquoi lorsque je réalise une petite vidéo sur la conjoncture économique, et qu'on me mentionne, oh là là, il y a un délai de plusieurs mois. Oui, parce que pour avoir justement entre le compromis et l'acte authentique, il se passe quasiment donc 70 jours, voire un peu plus quand ça se passe mal. Par conséquent, c'est strictement impossible d'avoir entre guillemets des chiffres à l'instant T. On n'est pas comme en bourse. Droit de préemption, garantie et procédure. Donc le rôle du notaire. Le notaire doit systématiquement donc vérifier l'existence d'un droit de préemption. À chaque fois, ça c'est important. En cas de présence, il informe le bénéficiaire de la vente projetée, permettant à ce dernier d'exercer ou de renoncer à son droit. Ce processus est donc appelé purge, on va purger notamment le droit de préemption. La procédure donc DP. Dans le cas donc d'une DPU, le notaire envoie donc à la mairie une déclaration d'intention d'aliéner, donc DIA, précisant notamment les détails de la vente ainsi que le prix, les honoraires, j'aurais pas dû marquer commission, j'aime pas, c'est les honoraires de l'agent immobilier ou du notaire, enfin un négociateur, à la charge justement de l'acquéreur. La commune dispose d'un délai de 2 mois pour prendre une décision. L'absence de réponse équivaut à un refus de préempter. Conditions suspensives liées aux contraintes administratives. L'avant-contrat est habituellement signé sous la condition de conditions suspensives, notamment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'absence de servitude, c'est-à-dire droit de passage, le voisin, le truc, le machin, ou tout ce qui est contrainte administrative, donc alignement, expropriation, etc., qui pourrait justement compromettre le droit de propriété ou de jouissance sur le logement vendu. Le notaire demande donc un certificat d'urbanisme à la mairie pour vérification. C'est une condition suspensive relative à l'obtention d'une autorisation administrative, comme un PC ou une autorisation de démolir par exemple. Allez, c'est la dernière slide pour les plus courageux. Petite question, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à une situation de préemption? Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.